J'ai le goût de la rencontre, l'audace, l'enthousiasme et la générosité. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Vous avez deviné qui est mon invité? Non? Allez, suivez-moi, nous allons ensemble le découvrir. Aujourd'hui, je reçois une maison contemporaine. Pas n'importe laquelle. C'est une maison bâtie sur 30 ans de savoir-faire. C'est Sinclair le traiteur. Sinclair le traiteur. Bonjour Valérie, merci déjà Bonjour d'avoir Véronique. accepté notre invitation. Alors, pour commencer, quelle est l'origine de cette maison? Alors, c'est un petit peu plus de 30 ans, parce que maintenant on est à 38. Ah, 38. 38 ans. Donc tu as vieilli entre-temps. Voilà, l'âge de raison, la maturité. D'accord. C'est nous, Sinclair, la maison Sinclair, créée donc il y a 38 ans par François Clerc, qui est un restaurateur étoilé, 2 étoiles, à Maison Lafitte. Et fort de son succès, finalement, a voulu transposer, amener son produit gastronomique de son restaurant étoilé sur des réceptions événementielles. Et est né Sinclair le traiteur. Alors, en quoi consistent toutes les activités d'un traiteur haut de gamme comme ce traiteur? Comme c'est bien dit Véronique, on est bien traiteur organisateur de réception. Et notre métier, c'est créer des belles rencontres, tant dans le milieu professionnel que dans le cadre familial finalement. Notre métier, c'est quoi? C'est offrir des moments conviviaux, authentiques, partagés, autour d'une gastronomie. Alors, chez nous, elle est plutôt définie comme bistronomique, avec un service, bien sûr. Excuse-moi, quelle est la différence que tu fais entre gastronomique et bistronomique? Eh bien, justement, parce que nous, on a la capacité, en fait, d'avoir un produit qui s'adapte en fonction des offres, qui va pouvoir aller de la partie lunch, d'un moment convivial qu'on partage dans un séminaire ou lors d'un événement sportif, jusqu'au dîner de gala au château de Versailles, avec ce produit qui s'adapte et qui est donc plutôt bistronomique, qui vient de la gastronomie, de l'étoilé, mais qui pourrait être servi dans les bistrots parisiens. Donc de beaux endroits. Voilà, exactement. De beaux endroits. Accompagné quand même d'un service, parce qu'on a quand même tout le service, les maîtres d'hôtel professionnels, discrets et plutôt modernes dans notre façon de servir. Alors justement, par rapport au panel que tu viens de nous étaler, quels sont tes clients? Essentiellement du B2B. D'accord. Donc les grosses sociétés du CAC 40, le luxe, donc la mode, la cosmétique, mais aussi l'automobile, les banques, l'aéronautique, les institutions. Et puis on a un gros savoir-faire sur les événements sportifs. On est quand même le traiteur référencé du Paris Saint-Germain. Donc on gère toutes les hospitalités du Parc des Princes. Récemment du Stade Français au Stade Jean-Bouin, et également sur toutes les hospitalités. On est référencé sur tous les hippodromes de France Gallo. On organise tous les ans le saut Hermès, donc le concours de saut d'obstacles. On a participé à l'Euro 2016. Enfin, on a un très gros savoir-faire sur les événements sportifs. Et attention, j'ai parlé du B2B, mais on a aussi le B2C. On n'oublie pas les particuliers. On organise tous les ans de nombreux mariages, essentiellement dans des domaines privés, mais aussi dans notre lieu exclusif, qui est le pavillon Dauphine, à Paris, dans le bois de Boulogne. Écrin de verdure, petit jardin. Un lieu somptueux. Lieu somptueux. Alors justement, quand tu m'expliques quels sont tes clients, comment vous arrivez à vous adapter en allant dans le monde de la mode, dans le monde automobile, dans le monde du rugby? Comment vous arrivez à osciller entre des clients qui sont quand même relativement différents au niveau style, au niveau culture? C'est l'adaptabilité, mais c'est offrir ce moment authentique et de partage que souhaitent et désirent et cherchent nos clients. Donc adapter l'offre, adapter le produit. Bien sûr que sur une offre un peu sportive, on va être sur un produit roboratif, plutôt qui se mange à la main. Et sur le monde du luxe, on va peut-être avoir des pièces avec de la pure R&D, de la pure création. On va adapter en fonction de la couleur de la collection ou de la nouvelle tendance du moment. Le détail va jusque-là. Le détail va jusque-là. Alors, excuse-moi, mais comment tu as atterri dans ce genre d'activité? Quel est ton parcours? Atypique.
Atypique parce que non issu de l'hôtellerie-restauration. Moi, je suis ingénieure qualité de formation. J'ai fait l'école de biologie industrielle à Cergy-Pontoise, qui fait partie des grandes écoles, qui est donc juste à côté de Saint-Ouen-l'Aumône. Je voulais travailler dans l'agroalimentaire. Et donc, en 2002, je cherchais mon stage de fin d'études. Et voilà que Potel et Chabot, qui est donc le leader du marché dans l'événementiel, cherchait une stagiaire qualité. Et donc, j'ai intégré la grande maison Potel et Chabot en 2002 au service qualité. Et je ne suis jamais partie. D'accord, donc toi, tu te dirigeais vers l'agroalimentaire, mais absolument pas vers ce style d'activité. Tout à fait, parce que moi, je fais tous mes stages dans vraiment des grosses usines agroalimentaires, alimentation pour animaux essentiellement, bactériaux, enfin, j'ai vraiment fait le tour de l'agroalimentaire. Et justement, ce métier du luxe, d'artisanat, mais à échelle, de grosses entreprises en fait, et de grosses productions, c'était un challenge intéressant et c'était tout à fait… C'est ça qui a déclenché le fait que tu sois restée dans ce milieu. Quel a été le déclencheur? C'est un milieu attachant, tout simplement parce que chaque jour ne se ressemble pas. On fait des événements complètement différents, dans des lieux différents, à Paris essentiellement, mais en province et voire à l'international. Je fais beaucoup d'international dans ma carrière chez Potel et Chabot et chez Sinclair. Donc non, c'est tous les jours, c'est différent et c'est un nouveau challenge à recommencer. Tous les jours, au quotidien. Au quotidien. Quel a été, qu'est-ce que tu as fait, parce que venant de l'agroalimentaire, qu'est-ce que tu as apporté, toi, au niveau de l'entreprise? Qu'est-ce que tu as fait évoluer venant justement de l'agroalimentaire? Déjà les 10 premières années dans le groupe, parce que je travaillais déjà pour Sinclair le traiteur à la direction qualité, j'ai apporté de la formalisation, du process, de la rigueur. Et en arrivant à mon poste actuel de directeur de production de Sinclair, donc à coordonner ce site de production à Saint-Ouen-l'Aumône, j'ai apporté de la complémentarité avec des savoir-faire qu'avaient les chefs, qu'avait l'entreprise, qu'avaient tous les collaborateurs, et d'essayer de formaliser les process, de faire grandir la maison, de suivre sa croissance, parce que Sinclair a doublé son chiffre d'affaires en moins de 10 ans. Donc c'était un vrai challenge d'accompagner la croissance de Sinclair et justement lui permettre de faire plus, mieux, dans de meilleures conditions. On a eu de beaux projets. On a quand même récemment agrandi notre site de production à Saint-Ouen-l'Aumône en faisant beaucoup de travaux pour augmenter nos capacités de stockage, nos capacités de production. Tout ça, c'était vrai challenge de professionnalisation, de formation des équipes. Alors, je vais quand même rebondir sur un mot que tu viens que tu as glissé, c'est rigueur. Quand j'étais venue visiter l'entreprise, il y avait quelque chose qui m'avait relativement marqué. Je ne sais pas comment tu appelles ça, ces petites boîtes, ces petites caisses que tu prépares avec l'envoi de toute la production, où dedans, il y a au cas où il y a une coupure, il y a ceci, il y a cela. Tu es toujours aussi rigoureuse, organisée, prévoyante, parce que dans la boîte, quand tu m'as montré un peu tout ce que tu avais prévu, tu es énormément dans l'anticipation. Je ne sais pas si c'est moi. Alors oui, je me reconnais dans cette rigueur, parce que ça fait partie de mon ADN, mais ça fait partie de l'ADN du métier. Ça fait partie de toute l'âme de Sinclair, de nos collaborateurs. On est vraiment dans la rigueur absolue. Parce qu'on va faire des événements n'importe où, dans des écuries, dans un château, dans un musée. Et donc, on ne peut pas se dire, mince, il nous manque du sucre, mince, il nous manque du sel ou du café. Donc, effectivement, on a une espèce de une petite coupure. Kit Economa, tant pour les maîtres d'hôtel, pour les cuisiniers, qui permet d'avoir à disposition tout ce qu'ils pourraient avoir dans nos locaux de production, quoi. Donc effectivement, mais c'est de la rigueur qui fait de l'ADN de l'entreprise. Oui, j'avais vu que c'était assez militaire. S'il manque quelque chose au fin fond de la Creuse, il va y avoir un problème. Ouais. D'après toi, quels sont les prochains défis dans ce métier? Déjà, on en a un gros là, qui est cette crise sanitaire qui nous a mis à l'arrêt brutalement en mars dernier. Donc nous, depuis, on n'a pas repris le travail. Parce que l'événementiel, bien sûr, est arrêté. La convivialité, se rassembler, c'est vraiment partie de nous. Donc forcément, on ne peut plus rien faire. Le métier était déjà en mutation. Il y avait déjà des demandes un peu différentes de nos clients. Donc l'enjeu futur pour nous et pour tout le monde de l'événementiel, c'est de créer les événements de demain.
sortir de cette crise, retravailler et aussi créer des événements de demain qui seront peut-être différents. Je pense toujours dans la convivialité et dans l'authenticité, mais voilà, beaucoup de encore plus dans la voilà, convivialité. mais voilà, un petit peu plus de digitalisation, de studios. Récemment, pour vous donner l'exemple, quand même, la semaine dernière, ouverture du Gala de la Rope, donc les Opéras de Paris, diffusion digitalisée. Et on a envoyé avec la Rope, bien sûr, et les Opéras de Paris, 1100 box à tous les clients de la Rope et tous les mécènes pour qu'ils dégustent leur cocktail, leur champagne devant la télé avec le lien Internet. D'accord, donc en fait, donc, vous avez distribué comme ça un peu C'est partout. une adaptabilité de la situation actuelle, mais demain qui peut peut-être... on a créé un studio aussi d'enregistrement télé au pavillon Dauphine, très professionnalisé, permettant d'organiser des séminaires, des conventions 100% digitales pour toutes les grandes entreprises. Alors justement, puisque tu parles des produits, tu disais l'attente des clients était en train d'évoluer. Moi, j'avais quand même une question parce que les petits fours ont évolué, on le sait, et j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns chez toi. Alors du point de vue goût, consistance, couleur, même montage, parce que parfois on se dit mon Dieu, comment ils arrivent à poser ça en haut de la pyramide. Au niveau même au niveau, on le sent, les choses évoluent. C'est plus le petit four classique qu'on rencontrait il y a ne serait-ce que 5-6 ans. Ils vont être comment nos petits fours dans l'avenir? Ça va être la pilule qu'on va avaler, dont on ne va savourer que le goût. Vous allez pas chez nous en tout cas. Nous priver de voir, parce que déjà, t'en prends plein les yeux quand on regarde ce que vous produisez. Non? Tu me garantis que dans les 2 ans à venir, je garantis à 200% qu'on ne va pas monter une usine pharmaceutique à Saint-Ouen-l'Aumône. D'accord. Hors de question. Non, justement, je pense que c'est complètement l'inverse. On est dans le partage, la convivialité, des produits authentiques, donc reconnaissables. Donc des choses très simples. Aujourd'hui, une bonne terrine à partager entre collègues, entre amis, entre clients, dans la convivialité. C'est ce que recherchent les clients. Il y a quand même des pièces chez vous qui sont très élaborées. Il y a tout, justement. C'est notre force et c'est notre culture où on est capable d'adapter notre offre, adapter notre produit au moment unique de notre client, à sa réception, à ce qu'il a envie de partager. Donc s'il a envie de partager du luxe, du très haut de gamme, il va avoir une pièce peut-être un petit peu plus chiadée, un petit peu plus travaillée, et il va avoir une pièce plus brute, plus nature, vraiment l'essence même du produit sur de la convivialité et du partage. Alors, je vais te poser peut-être une question indiscrète, sans que tu me cites de nom. Pas de problème. Petites anecdotes croustillantes. Tu en aurais une ou deux à nous raconter? Croustillantes? Croustillantes dans tous les sens. Croustillante, ce monde de la restauration reste un milieu d'hommes, très peu de femmes. Donc des moments croustillants, j'en ai eu pas mal en 18 ans, parce que finalement, ça fait partie de leur culture, de ce qu'ils ont toujours connu dans ce monde de la restauration. Donc finalement, que je sois une femme, ils s'en rendent pas trop compte. Donc ils sont dans leur moment grivois d'homme, même s'il y a une femme à côté en fait. Ce n'est pas forcément un problème. Donc ouais, j'en ai vu pas mal en fait. Comment tu as fait justement en tant que femme pour je vais dire le mot, pour t'imposer dans ce milieu qui est plutôt masculin? Honnêtement, ça va peut-être t'étonner Véronique, mais je me suis pas confrontée à cette difficulté. C'est pas quelque chose qui m'a marquée. J'ai eu l'avantage de, pendant 10 ans, être à la direction qualité, donc tatouée par les chefs. J'ai travaillé avec eux. Donc, ça s'est fait un petit peu naturellement. Et aujourd'hui, d'avoir une femme à la tête de la direction de production de Sinclair, travailler avec effectivement essentiellement des hommes, c'est pas une difficulté au quotidien, c'est pas quelque chose qui me marque. Alors, on a senti que c'était un métier quand même, certes fascinant, mais enfin, il y a beaucoup de pression avec les exigences, les attentes des clients. Toi, comment tu arrives à absorber ce stress, cette pression entre les horaires, les exigences, les défis parfois que vous relevez? Bon, tu ne me parles pas tout de suite de ton cheval, je sais que tu montes un cheval, mais sur le coup, comment vous arrivez? Parce que quand on est chez vous, on sent que, tiens, telle chose doit partir à telle heure,
on sent que derrière la production, on sent quand même une certaine pression quand il y a dans les ateliers, une excitation, je devrais dire même. C'est effectivement vrai, c'est une excitation, Véronique. C'est vraiment. Comment tu arrives à gérer déjà, tout ça? c'est pas constant. Nous, on a des pics d'activité dans l'événementiel. Bah justement. Qui sont, Comment on va vous avoir un faites mois de pour, juin extraordinaire, ouais. un automne extraordinaire, les vacances scolaires. C'est plutôt des moments très calmes, c'est comme on travaille essentiellement dans le B2B. Finalement, nos collaborateurs ont quand même l'opportunité de partir en vacances sur les vacances scolaires avec leur famille, leurs enfants. Donc, nos pics d'activité sont vraiment, voilà, mars, Ce qui te permet juin, d'absorber, Donc là, effectivement, c'est beaucoup d'excitation, beaucoup de stress. Je suis quelqu'un en plus de nature un peu stressée, alors ça a été un gros travail sur moi-même pour absorber ça. Et là, c'est vrai que je me réfugie peut-être sur ma rigueur, mes process, ma formalisation, voilà, d'essayer de cadrer tout ça, d'anticiper au maximum. J'anticipe beaucoup, je travaille énormément avec les commerciaux qui sont basés à Saint-Cloud pour anticiper l'activité à venir, anticiper les demandes clients, pour vraiment avoir la capacité d'absorber ces pics d'activité. Mais ok, mais qu'est-ce qui... Enfin, me dis pas quand même que c'est cette excitation, ce stress qui te fait avancer. Quel est ton moteur, toi? Si, ça fait en partie, mais alors, je vais peut-être dire un truc très bateau, mais on ne l'a pas appris à l'école, mais c'est vrai que moi, il y a 3 piliers. Il y a les clients, il y a les actionnaires, parce que, comme tout le monde, et il y a les collaborateurs. Et vraiment, c'est peut-être bateau à dire, mais c'est ces 3 piliers-là qui me font avancer tous les matins. C'est satisfaire nos clients, des belles prestations, qu'ils aient passé des moments heureux. Nos actionnaires, parce qu'à un moment, il faut quand même gagner de l'argent, hein, et une entreprise est faite pour ça. Et puis le bien-être des collaborateurs et de les accompagner dans la formation, dans le bien-être. Et c'est ça qui me fait lever le matin, oui, pour satisfaire tout ça. Ça fait beaucoup. Alors, j'ai glissé le cheval, mais justement, comment tu arrives à concilier cette vie en entreprise, ta vie privée et ta passion? Parce que je suppose que dans ce métier, vous devez avoir des horaires plutôt élastiques, on va dire ça comme ça. Effectivement, j'ai une passion, l'équitation, depuis vraiment ma plus tendre enfance. J'ai mon cheval, je fais de la compétition amateur. Comment réussir à allier tout ça? Déjà, pas habiter loin du travail, avoir l'écurie proche, donc à Maisons-Laffitte, le cheval à côté, avoir un très bon coach, hyper important, petit clin d'œil pour lui, mais qui est capable la veille pour le lendemain de s'occuper du cheval, de le monter, pour vraiment pouvoir adapter. Parce que moi, c'est vrai que l'activité faisant, je ne peux pas dire, tiens, tu montes ta Lyon le mardi et le jeudi, quoi. Non, il y a une semaine, ce sera le lundi, et puis la semaine d'après, ce sera le mercredi. Voilà, les périodes de forte activité, je fais moins de concours. Et puis les semaines où ça me permet, j'en fais un peu plus. C'est vraiment, c'est une équipe. Donc on reconnaît chez toi la faculté d'adaptation et encore l'organisation. Ah oui, ça c'est fondamental. Sinon le cheval il reste au placard et ça c'est hors de question. Je t'avais demandé de ramener un objet auquel soit tu étais très attaché ou alors un objet de ton entreprise. Alors c'est vrai que si tu avais ramené des objets de ton entreprise, je pense qu'on aurait été envahis sur le plateau. Envahis. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit le macaron, la terrine de foie gras, ça pouvait faire plaisir aux équipes. Ah, toi tu pensais plus alimentaire que ustensile de cuisine? Oui, j'étais dans l'alimentaire, je me suis dit c'est un peu bateau, un peu attendu. Alors je suis venue avec mon cahier. Ton cahier? Ah oui, mon cahier, parce qu'il ne me quitte jamais. J'écris tout, je suis à l'ancienne, je fais une réunion, j'ai une idée, je note. Je formalise. Il te suit tout le temps, ton cahier? Ah oui, dans mon sac à main. D'accord. Format sac à main. Oui, format sac à main. Format sac à main. Et il me suit partout. Partout, il change de couleur, hein, donc mais partout. Tu montes à cheval, tu as ton... Dans la voiture. Il n'est pas loin. D'accord. Et chaque fois que tu as une idée, tu notes, c'est pour déparasiter ta tête de toutes les idées? Exactement. D'accord. Quelque chose dans la journée, on me dit quelque chose, je vais le faire plus tard, mais je note. Je note parce que voilà, après je raye, je stabilote. Je dessine, je fais plein de choses dans mon cahier. Donc tu vides ta tête au fur et à mesure pour pas qu'elle Exactement, soit encombrée. exactement. C'est ça. Ça, c'est une très bonne idée. Je vais te laisser tirer une question dans cette petite verrine. Petite question. Parce que là, nous avons des questions, si tu veux, que les personnes se posent d'une façon générale sur les dirigeants, sur voilà, un peu qui ils sont, comment ils sont. C'est vu.
Ta passion. Ah, bah, oui, alors là, qu'est-ce qu'il y a comme autre? Ah non, 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 tu vas pas y échapper. En dehors du cheval, tu as une autre passion? Je suis pas quelqu'un d'extrémiste dans mon caractère, donc à part l'équitation et mon cheval et mes animaux, qui est une Alors, réelle tes passion. animaux? Oui, j'ai des chats et puis j'ai un cheval. Alors malheureusement, j'ai perdu mon vieux cheval de 25 ans la semaine dernière, Ouh. donc crise cardiaque, mais donc j'ai plus qu'un cheval. Mais bon, l'avenir fera Oui, qu'il y en aura peut-être d'autres. Trouver un autre. Voilà, exactement. D'où te vient cette passion, justement? On n'a pas parlé. D'où te vient cette passion du cheval? Ta famille? Tu baignais dans un milieu. Et pas du tout. Comment Pas c'est du tout. Non, mais arrivé? j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc ce qui n'est pas forcément très tôt pour le monde de l'équitation. J'ai pratiqué l'équitation comme tout le monde dans des clubs, en montant une fois par semaine, voire deux. Et c'est vraiment en arrivant dans le monde du travail, en commençant à gagner de l'argent à 20 ans, 25 ans, que j'ai voulu avoir mon cheval, que je me suis acheté mon cheval et que j'ai commencé à progresser, à toucher un petit peu à la compétition. Et puis, Talion, qui est mon cheval qui a 14 ans, que je monte tous les jours aujourd'hui, est un très très grand compétiteur. Et il m'a fait découvrir les joies de la compétition, les joies de la réussite, de gagner des épreuves, de classer des épreuves. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et on y prend goût. Et voilà, on a envie d'aller plus loin, on a envie de progresser, on a envie de... Voilà, donc je suis tombée dedans. C'est très beau. En tout cas, je te remercie beaucoup, Valérie. Merci à la régie. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro. D'ici là, likez, commentez, partagez et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous suivre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez envie de venir sur ce plateau. À bientôt!